Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'enseignant se moque du fils du fermier, mais ce qui se passe le lendemain choque tout le monde. Dans la petite ville rurale de Willow Creek, nichée entre des collines boisées et traversée par un ruisseau limpide, le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Là-bas, les saisons rythmaient la vie comme une vieille horloge artisanale, l'été apportait ses chants dorés et ses cris d'enfants dans les rivières, l'automne couvrait les chemins de feuilles rouges et brunes, l'hiver enfermait les familles autour du feu, et le printemps réveillait les terres avec ses bourgeons et ses promesses. Willow Creek n'était pas une ville où l'on venait par hasard, c'était une de ces communautés où les histoires se transmettaient de génération en génération, où les enfants portaient les noms de leurs grands-parents, et où le boulanger savait exactement à quel moment une veuve avait besoin d'un pain chaud ou d'une oreille. L'école publique, bâtie en bois clair, se dressait au sommet d'une petite colline, à côté de l'église et du vieux clocher qui sonnait chaque dimanche. Elle n'avait qu'une seule classe, dirigée d'une main ferme par Monsieur Harold Benson, et accueillait des enfants de tous âges. On y apprenait à lire, à compter, à respecter les anciens, et à ne jamais remettre en question l'autorité du maître d'école. Parmi les élèves, il y avait un garçon discret, Ethan Miller, âgé de 12 ans. Ni le plus bavard ni le plus populaire, Ethan passait souvent inaperçu. Ses vêtements étaient simples, souvent un peu usés, mais toujours propres. Il n'avait pas de sac dernier cri ni de chaussures de marque, mais ses mains portaient les traces du travail, la terre, les égratignures, les ongles parfois abîmés. Car Ethan n'était pas un enfant comme les autres. Fils unique de Jacques Miller, un fermier connu pour sa droiture et sa force tranquille, il avait grandi entre les bottes de foin et les cris des coqs. Jacques Miller, veuf depuis la naissance d'Ethan, élevait seul son fils dans une vieille maison en bois au bout de la vallée. Leur journée commençait à l'aube, bien avant que les autres enfants ne se lèvent. Ethan trayait les vaches, nourrissait les chevaux, réparait les clôtures et aidait son père à entretenir les champs. Il ne se plaignait jamais. Il n'allait pas au centre de loisirs, ne participait pas aux fêtes de quartier, et n'avait pas de console de jeu. Mais il avait une curiosité immense pour le monde, une mémoire étonnante, et une capacité à résoudre des problèmes de manière pratique, souvent en silence. À l'école, pourtant, cela n'avait que peu de valeur. Monsieur Harold Benson, l'instituteur, était un homme droit mais rigide, à la barbe toujours bien taillée, portant des chemises impeccables et des chaussures cirées qu'il inspectait plus souvent que le regard de ses élèves. Dans sa jeunesse, il avait étudié à l'université dans une grande ville, et il n'était jamais tout à fait revenu de cette époque. Il parlait souvent de ses années d'études comme d'un âge d'or, et il rêvait, sans vraiment se l'avouer, que ses élèves deviennent des avocats, des médecins ou des ingénieurs. Il avait un profond respect pour les mots, les livres, les citations latines et les élèves qui savaient lever la main pour déclamer une définition avec exactitude. Mais pour les enfants comme Ethan, ceux qui hésitaient, qui prenaient du temps à lire, ou qui ne connaissaient pas la capitale de la Lettonie, il n'avait que peu de patience. Il les considérait comme perdus d'avance, et même s'il ne le disait pas toujours ouvertement, son ton, ses soupirs et ses regards trahissaient un profond mépris. À ses yeux, un enfant issu d'une ferme, avec de la boue sur les bottes et un accent du coin, n'avait aucune chance de s'élever dans la hiérarchie du savoir. Et pourtant, Ethan n'était ni paresseux, ni stupide. Il observait, il apprenait différemment. Il avait une façon bien à lui de comprendre les choses, de les ressentir même, par le biais de l'expérience directe. Il savait prédire le temps rien qu'en observant la couleur du ciel au crépuscule. Il pouvait réparer un moteur sans mode d'emploi, et bâtir un enclos avec seulement quelques planches et un marteau. Mais à l'école, ces talents-là n'étaient pas notés. Ethan James Benson, trop enfermé dans ses préjugés, ne les voyait même pas. Un matin glacial de février, alors que les vitres de la salle de classe étaient encore couvertes de buée, M. Benson se tenait comme à son habitude près du tableau noir, une craie en main, l'air grave. Il avait inscrit un problème de mathématiques complexe, bien au-delà du niveau habituel des élèves de 12e année. Il aimait ces moments où il pouvait jauger, humilier à demi-mot, et tester ce qu'il jugeait, limite. Il se tourna vers la classe et balaya les visages d'un regard impérieux. « Ethan Miller » lança-t-il d'un ton sec, en tapotant 2 fois le tableau du bout de la craie. « Viens résoudre ça. » Ethan, qui ne s'y attendait pas, sentit son estomac se nouer.
Il n'avait pas terminé de recopier l'exercice dans son cahier. Il se leva lentement, les jambes lourdes, et s'avança vers le tableau sous les regards figés de ses camarades. Son pas était hésitant, sa respiration courte. Il prit la craie que M. Benson lui tendit avec un sourire ironique. Il essaya de se concentrer. Il faisait de son mieux, réfléchissait, raturait, mais la pression, le silence pesant dans la pièce, le faisait trembler. Et puis, il fit une erreur. M. Benson n'attendit même pas qu'il ait terminé. Il se mit à rire, un rire sec et moqueur, plus glaçant que le vent d'hiver. Eh bien, mes chers élèves, voilà ce qui arrive quand on confie des mathématiques à quelqu'un qui ne connaît que les bouses de vache. Un silence choqué s'abattit sur la classe. Puis des rires éclatèrent ici et là. Certains élèves riaient franchement, d'autres regardaient ailleurs, mal à l'aise, mais aucun ne prit la défense d'Ethan. Le professeur poursuivit, son ton tranchant comme une lame. Ethan, tu devrais arrêter de rêver. Avec ton esprit de fermier, tu ferais mieux d'aider ton père à traire les vaches plutôt que d'essayer de comprendre des maths. Tu n'es pas fait pour ça. Tu ne seras jamais quelqu'un d'autre qu'un simple fermier. Ces mots s'enfoncèrent dans le cœur d'Ethan comme des clous rouillés. Il resta là quelques secondes, figé, la main toujours levée vers le tableau. Puis il reposa la craie lentement, sans un mot, et retourna s'asseoir, le regard rivé à son bureau. Il n'avait jamais eu aussi honte. Il sentait son visage brûler, ses yeux picotés. Mais il se retint de pleurer. Et pourtant, sous cette couche de douleur et d'humiliation, quelque chose s'éveilla en lui. Une flamme. Minuscule, vacillante, mais réelle. Une voix intérieure, timide mais tenace, murmurait. Tu leur montreras. Un jour. Pas avec leurs armes, mais avec les tiennes. Ce soir-là, dans la cuisine rustique de la ferme Miller, le poêle à bois diffusait une chaleur réconfortante. Une odeur de soupe aux légumes flottait dans l'air. Jacques, son père, avait remarqué le silence inhabituel de son fils. Ce n'était pas son genre de se plaindre, mais ce soir, Ethan craqua. Les mots sortirent, hachés, douloureux. Jacques écouta sans l'interrompre, le visage grave. Lorsqu'Ethan eut terminé, un long silence s'installa. Le père posa lentement sa cuillère, puis se leva pour venir poser une main ferme sur l'épaule de son fils. Ses yeux brillaient d'un mélange de tristesse et de fierté. Écoute-moi bien, Ethan. Ne laisse jamais un homme comme Benson décider de ce que tu peux ou ne peux pas faire. Ce n'est pas parce qu'il a un tableau et une cravate qu'il a raison sur ce que tu vaux. L'intelligence ne se mesure pas seulement en chiffres ou en mots savants. Elle se mesure aussi en courage, en persévérance et en cœur. Et ça, tu en as plus que bien des gens. Il marqua une pause, puis ajouta, plus doucement. Tu n'as pas besoin de briller pour tout le monde. Brille pour toi. Ethan hocha la tête, les yeux humides. Il n'avait pas besoin de grandes démonstrations. Ces paroles, simples mais vraies, s'étaient gravées en lui. Cette nuit-là, Ethan ne dormit presque pas allongé dans son lit sous une couverture rugueuse, il regardait le plafond de bois, les yeux ouverts. Les mots de Benson tournaient encore dans sa tête, mais désormais, ce n'était plus de la honte qu'il ressentait, c'était un besoin profond de se prouver quelque chose. Il se leva à l'aube, bien avant le chant du coq. Plutôt que d'aller directement à l'étable, il alla chercher un vieux carnet dans lequel il notait parfois des idées, des schémas, des inventions de sa tête. Il le feuilleta avec sérieux. Il y avait là des croquis de machines agricoles, des plans de réparation de moteurs, des notes sur la météo et les cycles de la Terre. Il décida qu'il était temps de transformer ses idées en action. Non pas pour impressionner les autres, mais pour redresser la tête. Pour se montrer, à lui-même, que sa valeur ne dépendait de personne. Et bientôt, la ville allait s'en rendre compte aussi. Le lendemain matin, Willow Creek s'éveilla sous un ciel clair, baigné d'une lumière dorée. L'air sentait la terre humide et le bois, comme après une longue nuit de pluie. Dans le village, chacun reprenait ses habitudes, les commerçants levaient les rideaux de leurs vitrines, les enfants marchaient en grappe vers l'école, et les vieux se saluaient en hochant la tête. Mais ce matin-là, un brouhaha inhabituel monta depuis la vallée. À la ferme Miller, quelque chose avait changé. Les voisins, intrigués, commencèrent à s'arrêter sur les chemins de terre qui bordaient les champs.
Le vieux silo à grains, une structure de métal rouillé et bancal que tout le monde pensait bon pour la démolition, se tenait debout, droit comme jamais. Son pourtour était renforcé par une structure en bois intelligemment calée, les jointures visiblement consolidées, et une sorte de mécanisme artisanal semblait avoir été ajouté pour protéger son ouverture du vent et de la pluie. Les gens restèrent un moment, bouche bée, observant l'ouvrage. « Jacques a payé un entrepreneur ?» demanda quelqu'un. Mais Jacques, debout à l'orée du champ, croisa les bras et secoua la tête avec un sourire discret. « Non. C'est Ethan. Tout seul. » Le choc fut immédiat. Ce qu'aucun habitant ne savait, c'est qu'au lieu de se replier sur lui-même après l'humiliation de la veille, Ethan avait retroussé ses manches. Chaque soir depuis des semaines, souvent après avoir nourri les bêtes et terminé ses corvées, il lisait en cachette dans la petite grange. Grâce aux livres empruntés à la bibliothèque municipale, qu'il parcourait avec voracité, il avait appris les bases de l'ingénierie rurale, les angles de charge, les systèmes de poulies et les principes de conservation des grains. Il avait pris des notes, dessiné des plans, échoué plusieurs fois, puis réussi. Et ce matin-là, son travail silencieux était sous les yeux de tous. Mais la surprise ne faisait que commencer. Vers midi, alors que le soleil était à son zénith et que l'école s'apprêtait à terminer la matinée, un grondement sourd se fit entendre dans tout le village. Pas un tonnerre, ni un tremblement, mais un bruit mécanique, ancien, profond, comme un rugissement oublié du passé. Les enfants de l'école se précipitèrent aux fenêtres. Les instituteurs eux-mêmes sortirent sur le perron. Sur la colline en face, à la ferme Miller, un vieux tracteur Ford Vienne, abandonné depuis plus de 15 ans et considéré comme irrécupérable, se mit à cracher de la fumée, avant de démarrer dans un vrombissement triomphant. Le bruit était assourdissant, mais clair. Authentique. Puissant. Et ce n'était pas Jacques qui était au volant. C'était Ethan. Le garçon, concentré, les mains fermes sur le volant, avançait lentement mais avec assurance, manœuvrant la bête métallique avec une maîtrise étonnante. Il labourait le grand champ de la ferme, en ligne droite, dans un tracé parfaitement régulier. La charrue creusait la terre avec précision, soulevant des mottes sombres et fertiles. Les villageois commencèrent à se rassembler, sortant de chez eux, laissant leurs commerces ouverts, troquant leur café contre des jumelles ou leur panier contre un silence admiratif. Parmi eux se trouvait M. Benson, venu observer ce remue-ménage après avoir entendu les élèves chuchoter entre les cours. Il s'avança lentement, fronçant les sourcils, croyant à une blague. Mais lorsqu'il vit Ethan, ce simple fermier, qu'il avait humilié la veille, piloter ce vieux tracteur remis en état de ses propres mains, ses épaules se figèrent. Il ne dit rien. Il n'en était plus capable. Il resta là, muet, ses certitudes vacillant. Le murmure monta dans la foule. C'est lui, le fils Miller. Le petit qui ne parlait jamais. Il a réparé ça tout seul? Il a tout compris, sans personne. C'est un génie du concret, ce garçon. Et d'un coup, l'étiquette d'enfant de la ferme, collée par des années de préjugés, se transforma en symbole de fierté. Ethan, de son côté, n'avait pas cherché les regards. Il n'avait ni souri ni levé la main en signe de victoire. Il continuait son travail, concentré, simplement. Mais à l'intérieur, il sentait quelque chose naître. Pas de la revanche. De la dignité. Une flamme plus douce, plus stable que celle de la colère, la conscience de sa valeur. Et ce jour-là, Willow Creek changea un peu. Ethan James Benson, pour la première fois depuis des années, eut honte de ses mots. Le soir même, dans la salle polyvalente de l'école de Willow Creek, une réunion communautaire avait été organisée autour d'un sujet banal, la préparation de la foire agricole du printemps. Les parents, les professeurs, les élèves, et même les anciens du village s'étaient réunis. Les bancs en bois craquaient sous le poids des conversations animées, les thermos de café circulaient de main en main, et des tartes maison garnissaient une petite table au fond de la salle. Mais ce soir-là, tout le monde n'avait qu'un seul nom sur les lèvres, Ethan Miller. Les murmures de la matinée s'étaient transformés en respect. Certains parents racontaient avoir vu de leurs propres yeux le silo renforcé. D'autres parlaient du vieux tracteur ressuscité comme d'un miracle mécanique. Tous s'accordaient à dire que jamais un enfant de 12 ans n'avait accompli autant avec aussi peu. Au fond de la salle,
Ethan se tenait à côté de son père, un peu intimidé. Il n'était pas habitué à l'attention. Son regard allait de visage en visage, à la recherche d'un coin tranquille où disparaître. Mais quelqu'un s'approcha de lui avec une lenteur presque solennelle. C'était Monsieur Benson. L'homme avait retiré sa veste, ses épaules semblaient plus basses, sa voix, plus douce que jamais. Il s'arrêta devant Ethan, les yeux légèrement baissés, presque comme un élève devant son propre professeur. Il respira profondément, puis dit. Ethan. Je me suis trompé sur toi. J'ai été injuste, condescendant, et cruel. Ce que tu as fait ces derniers jours, c'est plus que remarquable. C'est une démonstration de courage, de discipline, et d'intelligence au sens le plus noble. Tu m'as donné une leçon que je n'oublierai pas. Je suis, sincèrement désolé pour mes paroles d'hier. Le silence s'installa autour d'eux. Tous ceux qui avaient entendu se turent, suspendus à la réponse du garçon. Ethan leva lentement les yeux vers lui. Son regard brillait, non de larmes, mais d'une maturité rare à son âge. Il ne sourit pas immédiatement. Il hocha simplement la tête et répondit d'une voix calme, presque chuchotée, mais avec une profondeur qui força le respect. Merci, monsieur. Mais, je ne veux pas seulement être pardonné. Je veux qu'on comprenne qu'on ne devrait jamais juger quelqu'un avant de connaître toute son histoire. Moi, je travaille la terre, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que je suis moins capable que quelqu'un qui lit des livres toute la journée. La vie nous enseigne chacun à sa manière. Un silence encore plus profond suivit. Un vieil homme dans l'assistance murmura. Eh ben, il parle comme un vieux sage. Monsieur Benson hocha lentement la tête, visiblement ému. Il posa une main respectueuse sur l'épaule du garçon. Et tu viens de me rappeler pourquoi j'ai voulu devenir enseignant. Les mois suivants, Ethan continua son chemin, plus déterminé que jamais. Il se leva chaque matin à l'aube pour aider son père à la ferme, puis partait à l'école avec son sac rempli non seulement de cahiers, mais aussi d'idées, de projets, de croquis. Il s'était mis à exceller dans les sciences, surtout en physique appliquée. Monsieur Benson, transformé par cette rencontre, l'encourageait désormais, lui donnait des livres plus avancés, et parfois restait avec lui après les cours pour discuter. Le reste de l'école changea aussi. Les autres élèves, d'abord surpris par ce revirement, commencèrent à voir en Ethan non plus le fils du fermier, mais un camarade à admirer. Il devenait celui qu'on venait voir pour comprendre un problème, celui qu'on écoutait quand il parlait de moteur, de climat, de culture de la terre. Le maire du village lui proposa même d'exposer ses schémas et maquettes à la foire agricole, où il présenta une invention de son cru, un système d'irrigation automatique fait à partir de vieux composants récupérés dans la grange. Les visiteurs furent impressionnés. Les journalistes locaux prirent des photos. Le nom d'Ethan Miller apparut dans un article intitulé « Le génie discret de Willow Creek ». Et un jour, bien plus tard, lors d'un discours de fin d'année, M. Benson fit monter Ethan sur scène. Il s'adressa à la foule d'une voix posée. « Il y a quelques mois, j'ai commis une erreur grave. J'ai jugé un garçon sur ses origines, sur son silence, sur ses bottes pleines de boue. J'ai appris que l'intelligence ne se mesure pas à une note ou à un costume. Elle se mesure à ce que l'on fait du peu qu'on a. Ethan, tu es la preuve que la grandeur ne fait pas de bruit. » Ce soir-là, dans toute la vallée de Willow Creek, on entendit une chose qu'on n'avait jamais entendue auparavant, le nom d'un fil de fermier prononcé avec admiration et fierté dans toutes les bouches. Et Ethan, humble, n'en voulait pas plus. Il ne cherchait ni la gloire ni les honneurs. Il voulait simplement qu'on n'oublie jamais que la valeur d'un homme ne se lie ni dans les moqueries ni dans les apparences, mais dans sa capacité à se relever, à apprendre, et à s'élever, sans jamais trahir qui il est.